et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Ziguinchor commence à enterrer ses morts après le massacre de Bofa. Les parents des victimes en ont profité pour plaider la signature d'un accord en vue d'une paix définitive en Casamance. Pendant ce temps, le ministre de la Justice appelle tous les services concernés de l'État à trouver des solutions à ce problème de coupe du bois. La grosse prise de la section de recherche et la gendarmerie de Koloban. Elle a démantelé le redoutable gang de Chef Diouf qui écumait Dakar et sa périphérie. C'est à suivre dans cette édition. Le secteur de l'éducation paralysé ce matin avec le débrayage des syndicats d'enseignants, leurs revendications, le respect des accords signés avec le gouvernement. Et puis les populations de Dias et Kermoussa craignent pour leurs terres. Elles soupçonnent une expropriation orchestrée par la DESCOS. Ces populations ont haussé le ton pour se faire entendre. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les premiers corps sont remis aux familles des victimes qui ont fait les funérailles nécessaires dans leurs quartiers respectifs à Ziguinchor. Certains corps devront être ramenés en Guinée-Bissau, mais les parents des victimes ont lancé un appel à l'État du Sénégal et au MFDC pour la signature d'accords en vue d'une paix définitive en Casamance. Un reportage signé nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Devant la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, les familles des victimes s'impatientent. L'atmosphère est lourde, les minutes d'attente trop longues. Présentement, on n'a pas jusqu'à présent la possibilité de récupérer le corps. Parce qu'il y a les papiers qui sont en train de faire les couloirs qui ne sont pas finis. Et ce matin, quand on est venu, il fallait passer par la vérification. Il s'est rendu compte effectivement que le corps est là. Maintenant, il va attendre le médecin qui n'est pas encore là. Quand il viendra, il va faire l'autopsie. C'est que ça va prendre du temps. Donc je doute même, est-ce qu'avant midi, on pourra avoir le corps là. C'est en début d'après-midi que ces familles ont pu récupérer les corps de leurs parents, tout comme d'autres familles d'ailleurs. Lors des funérailles, les femmes sont inconsolables. Si certaines victimes du carnage de la forêt classée du Bayotte-Est ont été enterrées à Ziguinchor, d'autres le seront en Guinée-Bissau. Mais avant le départ, on lance un appel à l'État et au MFDC. Nous étions vraiment confiants pour la paix définitive en Casamance. Nous pensions même que c'était définitivement terminé. Mais maintenant, nous sommes perturbés. Nous leur demandons de faire des efforts et tourner définitivement la page pour permettre aux populations de vaquer calmement à leurs occupations. Voilà ce que nous leur demandons. Au même moment, l'armée lance les opérations de sécurisation dans le sud de la région de Ziguinchor. Puis dans le cadre de l'enquête sur cette tuerie de Bofa, Ismaël Madiorfal appelle tous les services concernés de l'État du Sénégal à trouver des solutions à ce problème de coupe du bois. De son côté, le ministre de la Justice soutient qu'il va évaluer la situation de la région concernant ce commerce. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. La justice va, en tout cas, aux côtés de tous les services de l'État qui sont engagés dans cette opération, notamment l'armée, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement. Le ministère de la Justice va s'impliquer pour trouver des solutions à ce problème qu'est la coupe du bois. Ainsi, le ministère de la Justice va évaluer la situation de la politique pénale dans la région, notamment en matière de trafic de bois. Et le ministère de la Justice va prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait une répression des opérations de trafic de bois. Évidemment, une répression qui va se fonder sur les dispositions de la loi, notamment la loi pénale. Puis les accusations et contre-accusations notées entre le MFDC et le collectif des cadres casamançais ne font qu'aggraver la situation. C'est du moins l'avis du professeur Moustapha Samb. Le journaliste Léopold Tamba, de son côté, soutient que ces sorties sont hâtives et hasardeuses. Et ils ont rencontré nos reporters Pape Faraning et Diafaraba. Alors que le Sénégal est en deuil suite au massacre de Bofa Bayotte,
des acteurs du processus de paix en Casamance se donnent un spectacle à travers les médias. Des accusations et contre-accusations qui ne font qu'attiser le feu, selon des spécialistes. Un fait aussi grave ne peut pas susciter des réactions de part et d'autre. Même si les gens commencent à s'accuser mutuellement, ou en tout cas à parler, à déballer, une gravité, un fait aussi grave ne peut pas se régler dans la précipitation. Ils sont allés très vite en besogne parce que dans cette affaire, il fallait faire preuve de prudence et ne pas s'aventurer à émettre des hypothèses hasardeuses. Parce que je vois que la situation est tellement lourde de danger, parce que nous sommes dans une région qui a connu un conflit qui a duré plus de 30 ans. Des agents de l'administration indexés par le MFDC, qui est à son tour pointé du doigt par le collectif des cadres casamassés, une situation qui pourrait brouiller les pistes et rendre difficile le travail des enquêteurs. Les communications hasardeuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut brouiller les pistes. Mais je crois que nos enquêteurs sont très chevronnés et ce sont des gens qui connaissent bien la Casamance. Si on accuse quelqu'un, c'est comme si on dédouane les autres. C'est pourquoi en matière d'enquête, il faut avoir une démarche inclusive. Je pense qu'ils peuvent garder toutes les déclarations, toutes les informations sont bonnes pour des gens qui sont des professionnels et qui font des enquêtes. Mais c'est à eux maintenant de faire les recoupements nécessaires pour en tout cas essayer d'aller vers la bonne direction. Face à cette confusion, l'État est invité à prendre ses responsabilités. Les actions militaires qui sont menées nous mèneront tout droit à la manifestation de la vérité parce qu'il ne faudrait pas que la confusion s'installe dans la tête des gens. Surtout que nous avons connu une accalmie de 5 ans. Je pense qu'il faudra que l'État prenne la communication plutôt comme de l'information à son chevet. Loin des règlements de compte, l'armée déroule sur le territoire à la traque des acteurs du carnage. Ce drame a occupé une place de choix lors de l'atelier de restitution de l'étude relative à l'évaluation des politiques publiques sur les changements climatiques. Les membres du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal ont discuté du phénomène de la coupe du bois, un fait qui intéresse également les élus locaux et les institutions engagés dans la protection de l'environnement. Un sujet signé Ibou Diouf et Thierno Loromeni. Changement climatique, la protection de l'environnement et la gestion forestière. Autant de facteurs à prendre en compte pour mieux comprendre le drame intervenu en Casamance, là où le bois attire de plus en plus beaucoup de promoteurs. Nous avons laissé faire jusqu'au moment du constat qui est regrettable. Et à un moment donné de l'histoire, je pense qu'en parlant à ma personne, vous verrez la personne d'Ali Haïdar, avec qui j'ai partagé toutes les activités et qui est aujourd'hui mon leader au niveau de cette approche écologique. Je pense qu'il a eu donc à alerter, prévenir, il a même protégé, il a participé. Et à un moment donné, c'est comme si ça devait être maintenant dit pour n'avoir à attirer aucune attention particulière. Je me dis que les alertes n'ont pas été entendues ou bien mal entendues. C'est par rapport à ça qu'il y a eu ces conséquences-là. Et moi, je me dis toujours que la forêt, les ressources naturelles en général, doivent être gérées d'une façon communautaire. De toute façon, on se bat toujours contre la déforestation, mais on se bat aussi contre la coupe illégale de bois. L'année passée, vous avez vu toute la mobilisation nationale qu'il y a eu autour de cela. Et même le président de la République avait pris des dispositions très hardies et l'armée s'était bien impliquée contre les coupes de bois. L'État du Sénégal a mis en place beaucoup de stratégies pour stopper la coupe abusive du bois. Mais le problème reste entier. Le Sénégal s'est engagé à la protection des forêts. Dans des directives volontaires de la FAO, qui parlent de forêts et d'océans, qui parlent des ressources naturelles, l'enjeu est politique aujourd'hui. Ce n'est pas à négliger. Et nous sommes à un tournant où les gens ont beaucoup plus de sens à réfléchir sur le profit que sur la vie des gens. La question du climat, des ressources naturelles crée beaucoup d'envie. Et partout où l'État a des difficultés pour être présent, souvent, c'est des zones de non-droit. Il faut simplement que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités et que l'ensemble des dispositions soient mises en place parce que la seule perte d'une vie humaine
est inqualifiable et n'a pas de prix. Le volet sensibilisation n'est pas à négliger, surtout que le bois du teck fait l'objet de beaucoup de convoitises. Mais cette dimension de population devrait être aidée, à être sensibilisée par l'information à pouvoir maintenant agir directement. Ce qui veut dire que nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où on doit faire faire, donner les populations les possibilités de s'exprimer, de prendre leur destin en main. Le drame de la Casamance, intimement lié au phénomène du pillage des ressources forestières, le bois dans cette région du pays est de plus en plus rare, ceci dit, source de conflits. Ibou Diouf, au second jour du deuil national, les Ziguinchorois ont positivement apprécié la décision du chef de l'État, sauf que certains auraient souhaité le voir en personne en Casamance au chevet des familles éplorées. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le deuil national de 2 jours décrété par le chef de l'État Macky Sall après le massacre de la forêt classée du Bayot-Est est positivement apprécié par les Ziguinchorois, notamment par cette dame qui dirige un mouvement de jeunes de Ziguinchor et de sa diaspora, connu dans la recherche de la paix en Casamance. Merci, ça veut dire carrément que le président de la République actuelle nous a écoutés. Il a vu nos larmes. Comme on dit en Wolof, il a essuyé nos larmes. On ne peut que lui dire merci. Cet étudiant salue le décret tout en faisant une invite au chef de l'État. Oui, je pense que le deuil national, c'est bien quand même. C'est bien de décréter un deuil national de 2 jours, de 48 heures. Mais il fallait faire aussi plus que ça. Le président de la République devrait vraiment venir se déplacer jusqu'ici et venir voir, s'inquiéter de la situation et voir exactement ce qui se passe. Et voir les corps, il saura que c'est vraiment inhumain et il faut rapidement trouver une solution par rapport à ça. Le deuil national prend fin aujourd'hui. Les Ziguinchorois disent espérer ne plus jamais revivre un tel massacre dans leur région. Nous parlons à présent de tout à fait autre chose. Désormais, les députés du Sénégal disposent d'un outil pertinent et efficace pour apprécier une politique qui atteint les objectifs qui lui sont assignés. C'est ce qui ressort de cet atelier de restitution de l'étude relative à l'évaluation des politiques publiques sur les changements climatiques au Sénégal. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mamadou Lamine Thiam, président du réseau des parlementaires. Il en parle au micro d'Ibou Diouf. Évaluer les politiques publiques. Alors là, nous, députés de la 12e législature, nous nous en sommes saisis. Et puisque nous évoluons dans le domaine de l'environnement, nous avions décidé d'évaluer les politiques publiques en matière environnementale. C'est à cet effet que nous avons eu à commettre une étude. C'est un éventail de résultats qu'on a obtenus qui permet d'apprécier dans le domaine de la gestion forestière, dans le domaine de la gestion des eaux, etc. énormément. Alors donc, l'étude complète nous permet de le voir. Pour l'évaluation, on ne s'est pas arrêté au pouvoir pieux, mais on a été jusqu'à la déclinaison des politiques au niveau local. Et à ce niveau quand même, c'est au niveau territorial que cela s'observe. Alors donc, c'est un éventail de résultats qu'on a obtenus qui permet d'apprécier dans le domaine de la gestion forestière, dans le domaine de la gestion des eaux, etc. énormément. La présence de l'avocat dès l'interpellation de son client par l'officier judiciaire a toujours été une exigence au Sénégal. Son effectivité tarde à se réaliser. Dès lors, un circulaire a été mis en place pour son entrée en vigueur. Plus d'explications dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Son interpellation, la présence de l'avocat est un droit pour le garder à vue. Un droit qui existe dans le Code de procédure pénale dans son article 55. Mais cela tarde à être effectif dû à une incompréhension des textes. Un circulaire a été mis en place à cet effet pour son entrée en vigueur. Il est utile, je dirais même vital, pour les principaux acteurs judiciaires, notamment les officiers de police judiciaire, les avocats et les procureurs, d'avoir une lecture conforme des nouveaux droits consacrés. C'est ainsi que, sous la houlette de la direction des affaires criminelles et des grâces, ces acteurs ont interagi pour passer en revue les textes et s'accorder sur le contenu ainsi que sur les bonnes pratiques de nature à rendre effective le droit à l'assistance de l'interpellé par son avocat.
Toutefois, cette présence d'avocats lors de l'interpellation peut buter sur des obstacles, tels que leur nombre réduit au Sénégal, 358 pour une population de 15 millions d'habitants. Le nombre réduit d'avocats et la répartition disproportionnée sur l'étendue du territoire national soit interprétés à juste titre comme un obstacle majeur au droit à l'assistance d'un conseil. Le bâtonnier de l'ordre des avocats reconnaît ce fait. D'ailleurs, cette année exceptionnellement, le concours du barreau sera organisé, annonce-t-il. On voit tout de suite que c'est Dakar qui abrite le plus grand nombre, l'écrasante majorité des avocats. Mais ça tient à un fait, c'est que les activités économiques sont surtout situées à Dakar. De sorte que les avocats, étant tributaires de l'économie, sont installés à Dakar. 2018, normalement, il ne devait pas y avoir un examen de barreau, mais la loi permet aux bâtonniers de demander que l'examen s'organise à tout moment. Donc, j'ai saisi cette disposition de la loi pour demander qu'en 2018, pour que l'examen du barreau soit organisé. Ce circulaire va apporter des clartés aux zones d'ombre pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la présence de l'avocat dès l'interpellation de son client, mais aussi un meilleur respect des droits humains. Je vous l'annonçais dans les titres fins, cavale du redoutable gang du chef Diouf qui écumait Dakar et sa périphérie. La bande au nombre de 7 a à son actif une vingtaine de cambriolages et des vols de bétail. Entre autres, l'arrestation est l'heure de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane avec en prime une reconstitution des faits dans cet élément signé Adi Attala, les images de la division communication de la gendarmerie. Chef Diouf, un redoutable caïd et 6 de ses acolytes qui hantaient le sommet des populations de Anne-Mariste, Grand Dakar, Ouakam et Nord-Foire, entre autres quartiers, ont été mis aux arrêts. Les hommes en bleu procèdent ensuite à la reconstitution des faits. Grâce à la perspicacité des hommes du lieutenant-colonel Issa Diak, la bande a été neutralisée. En moins de 3 semaines, ils ont réussi à dérober plus d'une vingtaine de millions, auxquels s'ajoutent du bétail, du matériel électroménager, des motos, des téléphones portables et des cartes de crédit, entre autres. La bande formée dans le seul but de commettre des cambriolages ou des braquages s'était dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions, à savoir des armes et des moyens de locomotion qui leur permettaient de rayonner à Dakar, mais également dans les régions de l'intérieur du pays. Les membres de la bande ont été tous arrêtés et déférés devant le parquet du procureur pour association de malfaiteurs, vol en temps de nuit avec usage de moyens de locomotion et d'armes, menaces, voies de fait et recel d'objets provenant d'un vol. Les populations victimes des agissements du gang saluent la prouesse des hommes en bleu. Elles souhaitent le renforcement de la sécurité dans leur quartier. Ils étaient rentrés ici lourdement armés avec des couteaux et des pistolets. Donc, en rentrant, ils ont pris des téléphones portables qui étaient ici, de l'argent qu'ils trouvaient dans le point Wari. Donc, le lendemain, le 23, j'étais à la section de recherche de Colobane. J'ai mis mon plainte là-bas. Une voisine m'a interpellé, comme quoi on a pris cette semaine son écran plat en pleine journée. Et en général, ces vols sont récurrents. Donc, vraiment, on vous encourage. Et on vous félicite et on est à votre disposition pour collaborer avec vous quotidiennement. Une requête qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le patron de la brigade de recherche de gendarmerie compte traquer les caïds jusque dans leur dernier retranchement. Le commandement de la gendarmerie a pris toutes les dispositions pour traquer ces malfaiteurs et les mettre hors d'état de nuire. Et une attention particulière sera accordée à la lutte contre le vol de bétail qui crée un énorme préjudice aux éleveurs. C'est donc l'occasion de réitérer l'appel de la gendarmerie aux populations pour dénoncer les auteurs de ces agissements et travailler étroitement avec les forces de sécurité pour venir à bout de ces malfaiteurs. L'arrestation de la bande à Chef Diouf et de ses acolytes remet sur la table la question de l'insécurité, qui depuis quelque temps regagne du terrain, malgré le recul constaté, selon les statistiques de la police et de la gendarmerie, qui comptent réduire le fléau à défaut de l'endiguer.
Je le disais aussi dans les titres, le secteur de l'éducation paralysé ce matin avec les syndicats d'enseignants qui ont encore débrayé. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par l'État. L'USEC, de son côté, se dit satisfait du suivi du mot d'ordre. Un sujet signé Boukar Ndour et Pape Sangoné Baye. Des salles de classe vides, une école presque désertique, tel est le décor au lycée Talibou Dabo. Une partie des enseignants observe la grève décrétée par l'USEC, l'Union des syndicats pour l'éducation de qualité. Ce mot d'ordre s'explique par le fait qu'il y a un retard persistant dans le paiement des indemnités du BAC et du BFM. Au-delà de ces revendications, il y a des problèmes qui sont là, que l'on constate, c'est l'indemnité de logement, c'est les lenteurs administratives, c'est pour ces raisons aujourd'hui que ce mot d'ordre de débrayage a été lancé. Les rappels, les validations, etc. Mais surtout, que le président de la République puisse faire quelque chose par rapport à l'étude sur le système de motivation et de rémunération. Ces professionnels de la CRE déplorent leurs mauvaises conditions de travail et le non-respect des engagements de l'État. Les professeurs n'ont même pas de salle des profs. Il y a le proviseur, le censeur n'ont pas de bureau. L'intendante n'a pas de bureau. C'est des conditions catastrophiques. Contraints d'aller en grève, ces enseignants semblent déterminés de ce combat qu'ils jugent légitime. Nous avons tous déposé des préavis. Le gouvernement n'a rien dit. Quand on parle du gouvernement n'a rien dit, c'est le ministre de la fonction publique qui est chargé de recevoir avec les ampliations qu'il fallait. Personne n'a rien dit. 48 heures de grève décrétées par l'ISEC qui regroupe 5 syndicats. Entre autres motifs de la grève, le non-respect des accords signés avec le gouvernement en 2014. Le secrétaire général de SAEMS, QSEMS, de son côté dénonce un manque criant d'enseignants dans les écoles sénégalaises. Saour Hussein déclare qu'au moment où on parle de paquet programme d'amélioration de la qualité et de l'équité, de la transparence dans le secteur de l'éducation, il n'est pas normal qu'on assiste dans ce pays à des réductions horaires dans les classes. Il était à Louga dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action. Je vous propose d'écouter, il est interrogé par Tchernofal. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'il convient d'appeler le paquet, le programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le système éducatif. Mais tout le monde sait aujourd'hui que si nous voulons atteindre la qualité, il y a d'abord l'intrant enseignant qu'il faut motiver. Si nous voulons atteindre la qualité, il y a qu'aujourd'hui, dans les écoles sénégalaises, le manque criard d'enseignants fait que les élèves qui devraient faire 5 heures de cours en français, par exemple, ils font 3 heures de cours. Il y a des réductions horaires. Il y a qu'aujourd'hui, suite à ce manque criard d'enseignants, mais on a concentré des classes. Si bien que quand une classe devrait se retrouver autour de 50 élèves, mais on se retrouve aujourd'hui à 120 dans certaines localités. Est-ce que c'est ça qui doit amener la qualité? Non. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal fait de l'ajustement structurel dans l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle tous les patriotes sénégalais, au-delà même des parents d'élèves, au-delà même des enseignants, je crois que nous devons nous liguer ensemble pour arrêter cet ajustement structurel dans le secteur de l'éducation. Pour une raison toute simple, aucune nation ne peut espérer se développer s'il n'y a pas un système éducatif de qualité. Les habitants des communes de Diass et Keur Moussa très en colère. Ces populations qui sont autour de l'aéroport international Blaise Diagne craignent une expropriation de leurs terres avec les agissements des agents de la DSCOS. Ils se sont confiés à nos correspondants Cheikh Anta Diop et Seylatia. Une mobilisation exceptionnelle des populations venues de plusieurs villages des communes de Diass et Keur Moussa. Landou, Touli, Kassourach, Katchelit, Mbadat, Djambor, Khinin, entre autres, ces villages sont autour de l'aéroport international Blaise Diagne. Les populations n'y vont pas par 4 chemins pour désigner la DSCOS et des bailleurs de fonds comme étant les responsables de leur malheur. DSCOS est venue jusqu'à l'intimité de nos familles. Elle interdit même de construire un mur de clôture pour un champ ou parcelle à usage d'habitation. Cette direction distribue des convocations comme des biscuits à des pères de famille. Ils disent que ces familles ou nos familles occupent illégalement ces terres et que nous sommes dans l'emprise de l'AIBD. Depuis quand l'AIBD
va au-delà de son mur de clôture qui délimite les 4500 hectares. Qu'on nous dise ce qui est derrière cet acharnement. S'ils ont vendu nos terres à des privés, qu'ils nous disent. Il n'y a aucun village actuellement qu'on pouvait citer, que ce soit dans la commune de Kermoussé ou dans la commune de Diass qui sont dans l'emprise de l'aéroport. Il n'y en a pas. Le collectif des populations de Diass et Kermoussé interpelle le chef de l'État et les autorités administratives de la région sur la situation qui prévaut dans ces localités. Nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall, le Premier ministre, le gouverneur de Thiès, le commandement de la gendarmerie sur cette situation. Ces populations de Kermoussé et Diass menacent d'organiser une marche prochainement pour se faire entendre. La commune de Kéréouane, dans le département de Médina Yoro Fula, souffre d'un manque d'infrastructures sociales de base. Kéréouane compte 96 villages et aucune de ces localités n'est électrifiée. L'accès à l'eau potable est également un problème. Abdoulaye Diallo. Le manque d'infrastructures sociales de base dans les zones rurales est l'une des difficultés qui hantent le sommet des habitants de Kéréouane et qui inquiète à plus d'un titre les guides religieux qui ne cessent de l'évoquer à chaque événement. C'est le cas à Saré Mansa, localité du Khalif Tcherno Mahmadou Salif Ba, qui s'inquiète quant aux dures conditions de voyage qu'effectuent les fidèles qui viennent chaque année à leur ziyara. Kéréouane est une commune du département de Médina Yoro Fula, frontalière à la Gambie, où le besoin en infrastructures se fait sentir. Bon, la commune de Kéréouane compte 96 villages. 96 villages, nous n'avons pas de forage, nous n'avons pas d'électricité. Parmi ces 96 villages, il n'y a pas de village électrifié. L'Union européenne PEPAN qui avait promis de mettre ici un forage, mais depuis 2014, le forage tarde jusqu'à présent. Bon, ils ont foré le forage, mais jusqu'à présent, le château d'eau et les autres équipements ne suivent pas jusqu'à présent. Les habitants de cette bande transfrontalière attendent avec impatience la mise en œuvre des activités du Puma dans leur zone. C'est comme si nos localités sont laissées à elles-mêmes. Nous n'avons ni piste de production, ni route praticable, pas d'électricité dans nos villages. C'est pourquoi nous sommes pressés de voir le démarrage du nouveau programme de l'État dans nos zones qui pourrait amoindrir nos difficultés. Les femmes des localités de Kéréouane réclament leur part des programmes de l'État destinés à la promotion de la gente féminine et des équipements d'allègement des travaux des femmes. Puis le cabinet Bloomfield Investment donne une note à long terme à la Sénélec avec la note de AA, 2A. La Sénélec peut maintenant faire un emprunt obligataire sans pour autant donner de garantie. Pour M. Mohamedou Makhtar Cissé, cette notation montre donc la crédibilité de l'entreprise. Il en parle au micro d'Aïssa Toupaï. Venez regarder qui nous sommes, que quand nous venons vous voir pour emprunter, nous avons les garanties de vous rembourser sur le moyen, sur le long terme. Et ça, c'est à l'évaluateur de le dire. Ces agences de notation sont naturellement des agences indépendantes qu'il faut payer. Donc quand vous payez pour vous faire examiner déjà, c'est un autre symbole. Et c'est des agences qui sont agréées sur le marché de l'UEMOA. Et qui font l'objet de critères rigoureux de sélection et de suivi. Et de plus en plus, d'ailleurs, l'organisation du marché des capitaux exige et va exiger, il l'a souligné tout à l'heure dans son propos, il y a une convention, celle de Bâle 2, qui à terme va exiger que toutes les entreprises qui sollicitent le marché des capitaux puissent faire l'objet d'une notation. C'est un gage de transparence. Donc nous voulons asseoir cette transparence et cette transparence devrait nous aider parce que nous sommes sûrs de nos fondamentaux à avoir un meilleur taux de crédit sur le marché. Nous espérons mieux emprunter dans les mois et années à venir. C'est ça le but de l'opération en fait. Parce que le taux de loyer de l'argent reste supportable, mais si on a des mécanismes pour le réduire, naturellement nous allons les utiliser et la notation devrait contribuer. Déjà, nous lançons prochainement, si on a l'autorisation du CREMF, un emprunt obligataire de 30 milliards. Normalement, dans ce type d'emprunt, vous devez donner des garanties aux souscripteurs. Nous espérons qu'avec cette notation, on n'aura plus présent besoin de cette garantie pour rechercher ces financements sur le marché obligataire.
Un mot de sport avant de boucler cette édition à Saint-Louis. Le manque d'infrastructures sportives dans les zones rurales est un véritable problème pendant que les navétanes, durant ces activités de navétane, les matchs se jouent sur des terrains vagues. Acteurs et maires plaident pour que les autorités sportives du pays corrige cette erreur pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans la région nord, la plupart des localités n'ont pas de stade fonctionnel pour jouer au football. Dans le monde rural, surtout à Nik, localité située à 100 km de la vieille ville, c'est sur ce terrain que les jeunes jouent les navétanes. À l'occasion de la finale zonale, les acteurs appellent à la réhabilitation du stade municipal. Nous lançons un appel aux autorités vraiment de penser à des infrastructures plus adaptées parce que Nik mérite un stade vraiment digne de son nom. Donc nous demandons vraiment aux autorités de penser à ça. Mais aussi, nous demandons aux autorités de penser à la formation des jeunes. Même son de cloche à la finale de Ndombo. Ici, les deux équipes font plusieurs kilomètres pour venir à Richard Toll jouer une finale. Deux communes, la commune de Mban et la commune de Ndombo. Donc la commune de Mban, c'est une très grande commune, la commune de Ndombo, c'est une petite commune. Et malheureusement, toutes ces deux communes n'ont pas d'infrastructure qui permettent de jouer dans ces heures-ci. Donc je pense que le lieu ici, de demander aux autorités quand même de nous doter de stades municipaux, qui, aussi bien à Mban qu'à Ndombo, qui permettrait donc à nos jeunes, au lieu de venir à Chertol, de jouer les finales à Ndombo ou bien à Mban, ce qui nous permettrait d'avoir des recettes. Conscient du rôle du sport dans les communes du monde rural, plusieurs maires ont pris des mesures pour doter leurs communes des stades modernes. Une politique de promotion de la jeunesse de Gaïa et des activités sportives qui s'est symbolisée par ce stade que nous avons construit sous notre mandature. Également l'érection d'une tribune dans ce stade. Effectivement, et l'augmentation des subventions ainsi que toutes les dispositions d'encadrement en termes d'éducation, parce que quand on parle d'activités lucratives et sportives, il faut à côté qu'il y ait des activités intellectuelles. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'espace pour s'exprimer et vivre leur passion. Mais dans la région de Saint-Louis, presque l'essentiel des AIC jouent tous les matchs de navétane sur des terrains vagues. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Nigeria, en Tunisie, en Chine. Au Nigeria, justement, 80 morts enregistrés dans des affrontements intercommunautaires. Un récit signé Aminata Mbaresso. Tunisie, la grogne sociale se poursuit. Des manifestations dans plusieurs villes ont occasionné la mort d'un individu âgé de 43 ans. Le ministère de l'Intérieur dément toutefois l'information selon laquelle cette personne a été tuée par la police. Le ministère souligne que la victime ne portait aucune marque de violence sur son corps. Ces incidents surviennent au moment où le gouvernement tunisien veut opérer une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Depuis le début des contestations, une quarantaine d'individus sont arrêtés. 80 morts, c'est le bilan des violences intercommunautaires au centre du Nigeria. Selon le secrétaire exécutif chargé des secours dans l'état de Benue, ces affrontements ont eu lieu entre cultivateurs et éleveurs, des affrontements qui ont démarré depuis le 31 décembre. Rencontre des pays membres du G5 Sahel à Bamako. Une des décisions phares de cette rencontre, c'est la création d'un fonds pour gérer l'aide promise dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. D'ailleurs, les membres du G5 Sahel ont mis en place un comité de soutien et un comité de contrôle ouvert aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. En outre, la réunion de Bamako a également permis de faire le point sur les contributions financières. Et d'après le ministre burkinabé des Affaires étrangères, actuellement, environ 294 millions d'euros se trouvent dans les fonds, mais il s'indique qu'il faudrait 423 millions d'euros pour la première année. Et d'après des responsables du groupe, la force conjointe G5 mènera des opérations militaires d'envergure sur le terrain d'ici mars 2018. Visite d'Emmanuel Macron en Chine, la France et la Chine concluent un partenariat pour la construction d'un centre d'art contemporain à Shanghai. L'annonce est faite par le président français. Cette coopération prévoit également d'organiser une édition des rencontres photographiques d'Arles dans la ville de Tianmen.
Merci Aminata Mbaresso, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.